Bienvenue à tous. Il faudra encore attendre pour l'adhésion formelle du Maroc à la CEDEAO. Les pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont donné hier au Libéria un accord de principe pour l'intégration du Maroc. Prochain rendez-vous en décembre prochain au Togo où le roi Mohamed VI est invité. Alors comment expliquer cette adhésion repoussée? Quel bilan de ce sommet de la CEDEAO qui a fait large part au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Votre décodeur ce matin, Hamid Faridi, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur et consultant en communication. En deuxième partie, nous parlerons avec vous du baccalauréat. C'est demain que commencent les examens nationaux. Le régional a eu lieu en fin de semaine dernière. 325 000 lycéens passent le bac cette année. Ils sont 100 000 de moins par rapport à l'an dernier. En tout cas, fait marquant lors des épreuves régionales, des étudiants du lycée Indhani à Fès ont vandalisé leur établissement. Ils étaient mécontents de leur examen jugé trop difficile. La lutte contre la triche constitue également un test pour le nouveau ministre Mohamed Assad qui a remis lui-même en main propre les enveloppes scellées contenant les sujets d'examen au directeur des 12 académies régionales. Vos réactions, vos questions sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques ou bien via le hashtag LDA pour les Décodeurs Atlantiques sur Twitter. C'est parti. Réaction Hamid Faridi, d'abord à chaud par rapport à cette nouvelle tombée hier soir très tardivement. Le Maroc n'intègre pas tout de suite la CEDEAO. C'est finalement en décembre prochain que les choses se feront. Il y a un accord de principe, mais pas un accord formel, écrit noir sur blanc, qui a été donc validé hier au Libéria. Oui, moi je crois que il y a deux lectures possibles. La première lecture, c'est que, ça suit son cours, et il y a eu une demande, le Maroc s'est mobilisé et a formulé une demande pour adhérer à la CEDEAO, et la réponse est que, oui, un accord de principe. Ce qui veut dire qu'il y aura d'autres étapes qui vont suivre. Et puis il y a une autre lecture qui voudrait que le Maroc devait intégrer la CEDEAO à en ce moment même, et que ça ne s'est pas fait, et que ça a été ajourné ou reporté. Et ceci nous interpelle pour diverses raisons, mais surtout pour comprendre pourquoi. Et je pense qu'il y a deux explications possibles. C'est que le Maroc devait être l'invité de marque et l'invité central, et évidemment que l'adhésion allait être une formalité puisqu'on était à la fois l'invité et que on faisait de fait partie de la CEDEAO. Et ça ne s'est pas fait, et que notre place a été quelque part pris, l'invité de marque a été l'État d'Israël, et le Maroc n'a pas pu participer parce qu'on ne peut pas être à la fois... Il y a une participation de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, avec une délégation, mais pas effectivement la présence royale qui était attendue. Tout à fait, le chef de l'État n'a pas pu se déplacer en raison de la présence de l'État d'Israël. Donc Benjamin Netanyahou, qui était l'invité de marque de ce sommet, avec beaucoup de négociations sur des contrats, c'est un retour en force de Israël en Afrique? Je crois qu'Israël n'a jamais quitté l'Afrique réellement. Même du temps, on ne parlait que de l'Éthiopie. Israël n'a jamais quitté l'Afrique. L'Afrique est un marché bien trop sérieux, bien trop grand pour les années à venir, pour que un pays qui a une dynamique commerciale extrêmement puissante puisse l'ignorer. Israël est présente, je pense on est d'ailleurs étonné de voir Israël dans une réunion de la CEDEAO qui est quand même une organisation régionale qui regroupe des pays appartenant à la même région sur un continent donné, et que Israël n'a absolument rien à faire. Et pourtant, les Israéliens ont su s'imposer et faire partie de cette réunion, et justement être l'invité d'honneur, l'invité de marque, et négocier un peu à tous les niveaux, à la fois une présence institutionnelle représentée par le plus haut représentant du gouvernement israélien, mais en plus sur le plan économique, puisque je pense qu'il y a une accélération des négociations avec des signatures de contrats, avec des projets de signature de contrats sur un certain nombre de plans, et notamment avec une présence plus forte d'Israël, ou une présence très marquante au niveau des énergies renouvelables. Alors une douzaine justement de conventions qui ont été signées dans le domaine de l'agriculture, de l'eau, de la haute technologie, dans le domaine de la sécurité, et vous le disiez justement dans le domaine des énergies renouvelables. Alors pour l'instant ce n'est pas officiel, mais quasiment on parle d'un plan d'investissement de 1 milliard de dollars de la part d'Israël pour certains pays africains. Alors pour l'instant on n'a pas la liste de ces pays africains, c'est vraiment assez colossal, c'est un marqueur quand même que Israël montre ici.
C'est un marqueur non pas de la volonté d'Israël, mais surtout de l'intérêt du marché africain. S'il y a investissement d'$1 milliard, c'est qu'on attend un retour sur investissement de $5 milliards. Et s'il y a intérêt à signer tout de suite des conventions en matière de l'eau, de la sécurité, des énergies renouvelables, d'agriculture, c'est que voilà les secteurs clés que visait le Maroc justement, qui sont intéressants pour nous parce qu'on a une expertise dans le domaine, mais évidemment sur le plan, je ne sais pas si on est compétitif par rapport à Israël, qui a en plus de l'ambition économique une vision politique de sa présence aujourd'hui. Israël est en train de décloisonner sa présence géographique et sa présence géostratégique. Évidemment, elle est en train de développer des liens. Je pense que l'Afrique est son premier grand terrain de jeu et que nous devons suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Si on devait faire un scénario de fiction politique, on peut imaginer le Premier ministre israélien, il y a 10 jours, 2 semaines peut-être, qui appelle certains représentants majeurs de la CEDEAO pour leur dire, écoutez, j'arrive au dernier moment, mais voilà, les chefs d'État africains ne peuvent pas dire non parce que c'est Israël. Je pense que les chefs d'État africains sont aussi demandeurs d'une expertise, et je pense que l'Afrique aujourd'hui, on l'a dit il y a longtemps ici même au Décodeur, l'Afrique fait partie des derniers terrains de développement économique où on peut parler d'une croissance à 2 chiffres. Tous les pays du monde visent l'Afrique aujourd'hui. Tous les pays du monde. Le Maroc a eu la présence d'esprit de se manifester, de bouger, d'être présent, de signer des conventions, d'essayer de faire son retour au sein de l'Union africaine. De faire son retour de manière institutionnelle et de manière économique. Mais ne l'oublions pas, c'est une question de temps. Mais tous les pays du monde, toutes les puissances économiques mondiales, quelle que soit leur taille, vont essayer de prendre pied en Afrique parce qu'il y a intérêt à le faire. Il y a aussi un froid diplomatique entre Israël et certains pays d'Afrique. C'est le cas avec le Maroc, c'est le cas aussi avec le Sénégal. On peut imaginer une volonté d'Israël de se réconcilier avec certains pays africains à l'avenir. Il n'y a pas de froid diplomatique entre le Maroc et Israël. Il y a des blocages qui sont absolument logiques. On ne peut pas être à la fois le gestionnaire du fonds Al-Quds, un des porte-drapeaux et de porte-parole de la défense des droits des Palestiniens de disposer de leurs terres, de leur avenir, et entretenir des liens étroits avec Israël. Mais le Maroc, économiquement parlant, il y a des liens avec l'État d'Israël. Il y a aussi un enjeu pour Israël, c'est d'obtenir un vote plus ou moins favorable de certains pays africains à l'Assemblée générale de l'ONU sur des questions sur le dossier israélo-palestinien. Est-ce que vous pensez que, cette question a été évoquée en tout cas hier, est-ce que vous pensez que ça peut tout de suite faire un déblocage pour certains pays africains dans les prochains mois auprès de l'Assemblée générale ? Je pense que pour tout ce qui est question politique et tout, notamment par rapport à l'ONU, je ne crois pas que ce soit quelque chose d'extrêmement vital que cela. Les pays africains ne pèsent pas lourd. Les pays africains dans leur ensemble ne peuvent pas faire changer la donne sur le plan international. Par contre, l'Afrique et les pays africains et les dirigeants africains ont aujourd'hui la clé des marchés africains. Et de ce fait, Israël je pense que nous devons revenir, vous et moi et d'autres, un peu plus en profondeur à ce niveau-là, quand on aura, parce que là, il y a quand même un flou qui règne sur ce week-end CEDEAO, pour comprendre ce qui s'est vraiment passé et comment Israël s'est imposé de manière quasi unanime à cette réunion, et comment Israël a fini par faire pour apparaître le principal sujet de cette réunion. Alors la CEDEAO qui a un nouveau président, c'est également l'événement de ce sommet qui s'est déroulé au Libéria, c'est le président togolais, Faure Gnassingbé, qui remplace la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Le Maroc, donc un accord de principe pour adhérer à la CEDEAO, rendez-vous en décembre prochain au Togo, justement à Lomé. On va se pencher maintenant sur les aspects techniques et juridiques qu'implique cette adhésion. Mais dans les 6 mois à venir, il va y avoir donc un ensemble de négociations. On va peut-être négocier aussi des points commerciaux, des points économiques que craignent peut-être certains pays membres de la CEDEAO avec une adhésion du Maroc.
Je pense que tout l'objet de l'adhésion quand même c'est l'économie, et tout l'objet c'est la circulation, la libre circulation des personnes et des marchandises. Avec ce passeport de la CEDEAO. Ce passeport CEDEAO, c'est 15 pays qu'on peut visiter sans visa, etc. Je pense que tout l'objet c'est l'économie, et donc c'est absolument pas, personne ne peut craindre de ce qui est l'objet même de la discussion. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui on peut pas faire double emploi. Les pays de la CEDEAO ne peuvent pas faire double emploi. On peut pas, nous, Marocains, avons intérêt à être beaucoup plus inventifs, beaucoup plus entreprenants, pour pouvoir quand même faire entendre raison et faire préférer la marque Maroc, le produit fait au Maroc, l'expertise, l'ingénierie des Marocains, dans un environnement où on le réalise est vite changeant. Hier, il n'y avait pas d'Israël. Aujourd'hui, on a une dizaine de conventions qui concernent des domaines où le Maroc a aussi quelque chose à proposer, et on a intérêt à proposer plus, mieux. Alors ce matin, on avait Moubarak Lô, qui est le conseiller économique en chef du Premier ministre sénégalais. Il nous disait justement cette arrivée du Maroc, cette future adhésion, elle est bienvenue pour nous, c'est bienvenue pour l'emploi notamment, mais on a quand même des inquiétudes sur la concurrence que pourraient amener certaines entreprises marocaines à l'avenir si elles s'intégraient dans ces pays grâce au passeport CEDEAO. C'est une analyse que vous partagez ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi les Marocains. Je pense que quand on parle de CEDEAO, de convention, on croit que ça va être un seul sens, et que l'entreprise marocaine, l'entrepreneur marocain va prendre son catalogue de produits et va aller sillonner ces pays en disant voilà, non, mais de l'autre côté aussi, on va accueillir énormément de monde à l'aéroport Mohamed V, de gens qui viennent pour voir les distributeurs marocains, les entreprises marocaines, les points de vente marocains, pour dire voilà, nous avons des produits fabriqués au Sénégal, fabriqués ailleurs, au Togo, et qui sont compétitifs peut-être sur le plan qualité, compétitifs sur le plan du prix, et qui vont pouvoir arriver sur les marchés marocains. Et le Nigeria aussi. Ceci interpelle, oui, j'ai donné juste deux exemples. Ceci interpelle fortement l'entrepreneur marocain. Aujourd'hui, ce que le Maroc est en train de signer, ce dans quoi on est en train de s'engager, c'est où on y va parce que on croit en la compétitivité de nos entreprises, et on croit qu'on va pouvoir aller proposer nos produits, où on signe cela, ça fait joli sur le papier, mais demain, on voit arriver une concurrence sur le marché marocain que nous ne sommes pas prêts à gérer. Évidemment, la concurrence est toujours là. Évidemment, avec les pays européens, autres, on voit arriver toutes sortes de marchandises, mais il y a toujours un facteur prix qui est en faveur des Marocains. Si demain nous avons un rapport qualité-prix en faveur de produits qui viennent du Nigeria ou qui viennent d'ailleurs, je crois que ça interpelle aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui l'entreprise marocaine, pour dire sommes-nous prêts? Allons voir déjà cette liste de produits sur lesquels nous ne pouvons pas être compétitifs, et voir comment régler la question avant que ça ne devienne un problème. Il y a aussi un accord de libre-échange complet et approfondi qui est en négociation avec l'Union européenne pour le Maroc. Est-ce que cette adhésion du Maroc, je mélange retour et adhésion avec l'Union africaine, adhésion avec la CEDEAO du Maroc, ça va justement amener davantage d'entreprises européennes, d'entreprises peut-être asiatiques, chinoises, à venir s'implanter au Maroc, investir aussi dans la CEDEAO? La proximité géographique est certaine. C'est certain, la proximité géographique du Maroc avec l'Europe fait qu'on peut être un très bon pont pour un certain nombre d'entreprises européennes, espagnoles notamment et autres, pour venir s'implanter ici et profiter de cet accord pour aller proposer des produits, des services dans la zone CEDEAO. Mais de l'autre côté aussi, l'adhésion du Maroc rapproche un peu plus les entreprises les pays faisant partie de la CEDEAO du marché européen, puisqu'on peut aussi servir de plateforme d'export des produits CEDEAO vers l'Europe. Tout ceci est en train de prendre forme, et c'est pour cela que c'est maintenant qu'il faut réfléchir un petit peu aux ramifications de l'ensemble, aux répercussions de ces accords, parce qu'on ne peut pas voir que la partie positive, la partie intéressante, le bénéfice à récolter, et ne pas voir toutes les charges que ça va induire. Et c'est dans ce sens-là que je suis très étonné de voir toute la presse parler de CEDEAO comme si c'était une conquête du Maroc fait sur les marchés africains, mais on voit très rarement les gens parler de la compétitivité des entreprises marocaines, du marché marocain par rapport à ces services et ces produits qui vont venir de la zone CEDEAO. Vous disiez, Amin Faridi, sur ce plateau il y a quelques semaines, sur ce sujet justement de l'intégration du Maroc au sein de la CEDEAO, c'est une opportunité aussi peut-être pour des entreprises marocaines issues du secteur
informel. Bien sûr, parce que j'ai toujours pensé, je suis de ceux qui ont toujours défendu l'idée que le secteur informel est une bonne nouvelle pour l'économie marocaine. Quoi que l'on dise, quoi que l'on parle d'impôts, de fiscalité, etc., etc. Mais l'informel prouve déjà qu'il y a une dynamique, et un dynamisme de l'entrepreneur marocain, des jeunes et des moins jeunes qui continuent à produire des choses, à vivre totalement en autonomie par rapport à l'État, qui n'attendent pas l'aumône de l'État et qui vont proposer sur le marché marocain des produits qui trouvent acquéreurs. C'est déjà en soi une très bonne nouvelle. Maintenant, comment aider ces entreprises à devenir un peu plus formels, pas pour les formaliser, mais pour les inciter à aller voir d'autres marchés africains. J'ai donné l'exemple des sandales en plastique, j'ai donné l'exemple de la confiture, des gros pots de confiture qu'on mange dans les laiteries marocaines. Ces produits-là, qui ne sont même pas listés dans les produits, dans les grandes surfaces marocaines, ces produits-là ont tout à gagner à trouver la voie de l'export et avec des produits comme cela qu'on peut aller guerroyer sur les marchés africains. Pas avec des produits qui ont quasiment le double du prix des produits fabriqués en Europe. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Hamid Faridi, réalisateur et consultant en communication. Rebonjour. Rebonjour. On parle avec vous de la CEDEAO. Donc, on le rappelle pour les auditeurs qui viennent nous rejoindre sur Atlantique Radio et qui n'ont pas encore suivi l'actualité. Donc, demande d'intégration du Maroc qui sera officiellement validée dans 6 mois. En tout cas, il y a eu un accord de principe hier au Libéria lors de ce sommet de la CEDEAO où l'invité de marque, ça n'était pas le roi Mohamed VI et la délégation marocaine, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et on a vu ça avec vous en première partie, justement, Israël qui revient en force sur le continent africain avec la signature d'une douzaine de conventions dans plusieurs secteurs où le Maroc justement est connaisseur, l'agriculture, l'eau ou encore les énergies renouvelables. $1 milliard de contrats qui vont être signés dans les prochains mois avec Israël et des pays africains. Bon, on parlait en terminant la première partie des Décodeurs Atlantiques de l'offre exportable du Maroc et de cette chance peut-être à saisir pour le tissu informel. Comment renouveler justement l'offre d'exportation du Maroc vers l'Afrique et vers la CEDEAO de manière globale ? C'est exactement ça le sujet en fait, c'est renouveler l'offre exportatrice, c'est renouveler tout ce que nous avons à offrir aux autres marchés. Et dans ce sens, et quand on connaît le marché africain, qui est un grand marché, mais avec un pouvoir d'achat très variable, et je vous invite à faire un tour dans les marchés marocains, dans les marchés urbains et ruraux, de voir cette richesse au niveau de l'offre extraordinaire sur le plan des produits industrialisés, manufacturés. Et vous allez voir que la majorité des produits sur les étalages marocains ne proviennent pas des entreprises structurées qui ont l'étiquette CGEM et qui font partie des entreprises les plus en vue. Non, ce sont des petites unités qui existent un peu partout au Maroc, et ça c'est une chance encore une fois, et qui savent produire pour un marché avec un faible pouvoir d'achat. Est-ce qu'ils seront capables justement de produire pour un marché plus grand, un marché de 300 millions de consommateurs ? C'est à cela que sert l'État. C'est à cela que sert l'État, c'est de rendre possible ce qui est probable, mais qui a besoin d'un coup de main sur le plan de l'accompagnement. Pas sur le plan, venez, formalisez-vous, que je puisse vous taxer. Non, sur le plan, je vous mets en place des guichets uniques. Ces guichets uniques qui sont là, pour l'investissement, qui doivent jouer un autre rôle, c'est d'accompagner la petite structure informelle qui est à Khmiz Mamela, par exemple, qui produit de la confiture, et j'en connais, et qui produit de la confiture à base de produits issus de l'agriculture marocaine, du plan Maroc Vert, ce plan magnifique mais qui n'arrive pas à aider les agriculteurs à vendre leurs produits, et donc qui finalement assure une très bonne production sur le marché, mais une production qui va baisser de prix parce qu'il n'y a pas d'aide à la vente. Justement, aujourd'hui, faisons les passerelles nécessaires entre des ouvertures que l'État, que le roi fait pour le Maroc en termes d'économie, en termes de conventions, en termes de présence sur le continent africain, avec ce que nous mettons sur place au niveau national, mais que nous n'arrivons pas à accompagner jusqu'à son terme. Nous produisons de plus en plus d'olives, d'huile d'olive, de fruits, d'agrumes. Aidons ces petites structures de transformation qui sont là, qui aident, c'est elles qui enrichissent le marché de toute leur production, à transformer mieux et à exporter mieux. Et c'est dans ce sens que c'est une véritable reconsidération
pour un renouvellement de l'offre exportatrice marocaine. Donc il faut une stratégie africaine peut-être pour les entreprises du secteur informel ? Pour les petites entreprises, il faut une stratégie africaine pour les petites et très petites entreprises. Et c'est par l'appel du marché, c'est par l'existence d'un marché, c'est par la promesse d'une marge bénéficiaire plus intéressante, d'un volume de production plus intéressant que les gens vont venir tout simplement à se structurer différemment, à devenir de petites entreprises formelles, plus actives et plus performantes. Quand je vous proposais de faire la tournée du marché au Maroc, vous allez voir que ce soit pour les produits agroalimentaires ou pour les ustensiles de cuisine ou pour l'habillement, ce sont des toutes petites entreprises qui n'existent pas sur l'annuaire. Et c'est celles-là même qui peuvent être redoutables parce qu'elles peuvent produire à des prix défiant toute concurrence et qui peuvent assurer au Maroc de voir ses produits sur les étalages de 5, 6, 10 pays, 15 pays africains, mais d'emblée, parce qu'il y aura la signature de la convention ou l'entrée du Maroc, et puis derrière, il faut assurer la présence du Maroc sur les marchés, et non l'inverse. Est-ce qu'on doit regretter, Hamid Faridi, finalement ce manque du ministère de l'Afrique ou des affaires africaines, ministère qui depuis plusieurs mois a été évoqué pour ce nouveau gouvernement qui n'a pas vu le jour? Est-ce qu'on doit le regretter? Non, moi je le regrette pas. Moi je trouve qu'il faut qu'il y ait la dimension. On n'est pas passé à côté de quelque chose. Non, pas du tout. On va passer à côté de quelque chose si nos ministres continuent à réfléchir avec simplement la petite case Rabat puis la petite case reste du Maroc et c'est tout. Il faut que dans chaque ministère on puisse avoir dans leur programme, dans leur stratégie qui arrive là, que normalement les ministères proposent au Parlement, la dimension africaine. Qu'est-ce que le ministère de l'eau a prévu pour l'Afrique? Donc notamment dans le budget 2018. Absolument. Qui va commencer dans le budget 2018, venir avec sa stratégie sectorielle Afrique pour chaque département ministériel, notamment le commerce et l'industrie, notamment l'agriculture, notamment ces différents ministères qui traitent de l'eau, et également pour toutes les filières au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur, pour dire voilà, c'est des métiers demandés en Afrique, c'est des produits agricoles demandés en Afrique. Si on ne réfléchit pas de cette manière-là, il y aura toujours ces conventions signées et il y aura nos marchés qui vont accueillir la production africaine. Et ce qui va être magnifique, c'est qu'on va logiquement avoir une loi organique de finances appliquée, bien appliquée cette fois-ci, donc du coup avec un plan d'investissement et des retombées qui vont être évaluées justement dans ce projet de loi de finances 2018 sur un plan, on le rappelle, triennal. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que le petit producteur de Khamis Mamla dont je parlais va avoir sur son passeport la mention CEDEAO, son passeport marocain, la mention CEDEAO, et il va avoir accès à 15 pays de la zone CEDEAO sans visa. Donc il peut aller transporter ce petit pot de confiture pour aller les exposer et les montrer à de potentiels. Au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali. Vous imaginez, il faut que Royal Air Maroc réfléchisse aussi à comment accompagner ce mouvement, et il faut que de l'autre côté, que les ministères concernés puissent comprendre que nous avons une force de frappe commerciale, industrielle, intéressante. Accompagnons-la. Allez, dans quelques instants, on parle éducation, baccalauréat, les examens nationaux qui commencent demain. Le régional a eu lieu en fin de semaine dernière. Entre vandalisme, triche et des lycéens de moins en moins nombreux à passer le baccalauréat, tout ça incite à réfléchir. Dans un instant, on en parle donc, mais juste avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Hamid Faridi, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Un coup de cœur pour tous ceux qui justement dans notre cher pays ne connaissent pas de baisse de régime au niveau de Ramadan. Ils sont rares, hein, je vous assure, ils sont rares. Mais il y a encore des gens qui font leurs 8 heures de travail correctement au niveau des fonctionnaires, au niveau de la fonction publique, au niveau des entreprises. Il y a des gens qui continuent à se battre et à essayer de faire en sorte que ce mois de Ramadan reste un mois normal en termes de production intellectuelle et physique. Et j'ai une grande pensée pour tous ceux qui travaillent sur les chantiers, sous un soleil de plomb parfois, certains jours, et qu'on voit un peu partout, et qui font quand même leur travail correctement et qui livrent à temps. Grande pensée aujourd'hui. Merci.